Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je continue d'explorer le cinéma de David Cronenberg en attendant son prochain brûlot, Les Linceuls, qui ne cesse d'être repoussé alors que pas mal l'ont vu au Festival de Cannes. Là il est prévu fin avril en espérant qu'il ne bouge plus. Mais je m'arrête ici sur un de ses métrages les moins connus, du moins on n'en parle pas beaucoup de celui-ci, sorti en 1993 ou 94 en France, M. Butterfly, je reviendrai très vite sur ce M. Et dans le rôle principal, nous avons Jeremy Irons, qui avait déjà joué chez Cronenberg dans l'excellent Faux Semblant, que j'ai déjà évoqué sur la chaîne. Et à ses côtés, pour interpréter ce M. Butterfly, John Lone, un acteur qu'on a pu voir quelques années auparavant dans L'année du dragon de Michael Cimino. Citons aussi les présences de Barbara Sukowa ou encore Ian Richardson, pour ici un brûlot qui est inspiré de plusieurs choses, à la fois de la fiction et de la réalité. Il y a quelque chose qui s'est vraiment produit, et dans cette réalité-là, ça s'inspire d'un opéra, lui-même inspiré d'un roman. Bref, vous connaissez Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, qui est en fait mise en place par rapport à un écrit. Alors un écrit soit de John Laffelang pour la version anglophone, soit de Pierre Loti. Voilà. Bon, ce sont des histoires, évidemment, d'amants impossibles, tout cela, qui sont assez traditionnels dans toutes les cultures. Et là, on va suivre quelqu'un qui a vraiment existé, dont on change le nom, René Gallimard, inspiré d'un Français, Bernard Boursicot, d'ailleurs, Jeremy Irons joue un Français, qui va être amené à travailler au début des années 60 dans une ambassade en Chine. Et là-bas, il doit s'occuper de certaines choses. Il a accès évidemment à des dossiers peut-être un peu secrets. Et un beau jour, alors qu'il sort pour assister à un spectacle de Madame Butterfly, il va tomber en pamoison devant l'actrice chanteuse qui interprète le rôle principal. Et il va tout faire pour converser avec elle, la revoir, et évidemment, une histoire impossible, interdite, va démarrer entre les deux. Sauf que ça, Madame Butterfly, ici, eh ben, c'est un homme, et il ne s'en rend pas compte. Un homme qui se travestit, alors ça c'est une tradition par rapport à des personnages féminins joués par des hommes, etc. D'ailleurs, c'est mentionné à un moment dans le film, mais qui va rester dans ce rôle-là, parce qu'elle-même travaille pour le gouvernement communiste chinois, enfin le régime. Et on va se servir d'elle pour obtenir des informations auprès de ce monsieur, parce qu'il a accès potentiellement au mouvement des Américains vers le Vietnam. Et oui, début des années 60, la guerre du Vietnam sera pour pas dans longtemps. Je crois que ça va de 60 à 68, le film, qui se termine en France. Bon, c'est assez amusant, évidemment, de voir Jeremy Irons en anglais jouer un français, mais ça, ces suspensions consenties d'incrédulité, ça arrive souvent dans le cinéma anglophone. Et donc cet amour impossible est particulier, parce que lui, il n'y voit que du feu. Il va remettre en cause pas mal de choses personnelles, et elle, enfin lui, du coup, il joue avec lui, mais est-ce qu'il n'y a pas un dilemme, au-delà donc de son rôle pour le parti? Est-ce que lui-même, en tant que elle, Madame Butterfly, n'est pas vraiment en train de... Alors c'est compliqué, je reste, moi, très évasif là-dessus, voyez le film, parce que je pense que le métrage ne donne pas spécialement de réponse, si ce n'est éventuellement dans le dernier acte. Et c'est un film de David Cronenberg. Donc, il joue sur des faux semblants, c'est très amusant, parce que faux semblants, un film avec Jeremy Irons. Mais attention, Cronenberg, et on le sait, mais à l'époque ça ne se savait pas encore trop, ce n'est pas que du body horror, etc. D'ailleurs, tu as un peu l'impression qu'avec ce M. Butterfly, il va démarrer une transition. J'ai bien envie de dire même une mue, tel le papillon qui commence à sortir de son cocon et de sa chenille. D'où le titre. Alors, c'est amusant, mais à la base, il ne devait même pas le réaliser ce film. C'était Peter Weir qui était prévu. Pensé pour Stéphane Michel, s'il m'écoute, parce qu'il doit être au courant, le connaissant. Mais il a accepté parce qu'il adorait l'opéra, Madame Butterfly. Et il profite de ce film pour faire autre chose. Alors déjà, dans le festin nu, on voyait déjà plus de psychologie, parce que le body horror Cronenbergien, c'est aussi psychiatrique et psychologique. Et là, on est avant Crash, où il va aussi entamer autre chose pour, on va dire, basculer dans une autre partie de sa carrière après, plus psychanalytique également. Mais il est toujours sur les méandres humains, quels qu'ils soient. Après le body horror, c'est là, on va dire, une autre forme de body
mais pas horreur, de body fantasme, j'ai envie de dire, parce qu'on a ce personnage occidental, donc français, qui va fantasmer sur l'idée absolue de la femme orientale, et le film joue là-dessus. Il y a même des discours qui mettent les pieds dans le plat, très très vite, hein. À peine l'exposition passée au bout de 10 minutes, dans la première discussion entre les deux protagonistes principaux, le film est très étonnant parce qu'il n'est pas patient dans sa mise en place. Et bien il y a cette idée de, oui mais qu'est-ce que c'est Madame Butterfly? C'est une histoire qui plaît aux Occidentaux car c'est leur fantasme de s'imaginer être amoureux d'une femme asiatique comme cela. Mais et si c'était l'inverse? Est-ce que ça les dérangerait pas? Est-ce que c'était une blonde américaine qui tomberait amoureuse d'un businessman japonais, par exemple, et là, bim, Cronenberg, il utilise avec avec son scénariste, et probablement issu du bouquin voilà, qui a mis en place ici l'adaptation. Il tricote quelque chose et détricote la psychologie de l'occidental face à, on va dire, ce qu'il trouve différent, donc beau. Mais pourtant on le voit là, le René Gallimard au début, il méprise, du moins dans les premières minutes, toute cette culture chinoise autour. Enfin, il a quand même des stéréotypes et des préjugés. Et après cette rencontre, il va commencer à ouvrir les yeux sur la Chine autour, très vite fait. À un moment, il y a une scène qui est assez intéressante. Après qu'il l'ait ramené chez elle, il voit un monsieur qui ramasse des libellules, et il essaye de converser avec lui. Alors il parle pas chinois, lui il parle qu'en chinois, mais il commence à se dire, mais finalement, cet endroit, bon. Et après, comble de l'ironie, je pense qu'il y a de l'ironie derrière, ça, Madame Butterfly, qui est en fait Monsieur M. Butterfly, donc M entre les deux, si vous voulez, mais ça il ne le saura qu'à la fin du film, va l'amener à la muraille de Chine, dans un décor extraordinaire, en mode, vous voyez, on est un peu les rois du monde, mais tu vois, je fais profiter aussi de ton fantasme d'occidental de se retrouver dans ce lieu absolument ancestral. Ça paraît même hors de la réalité, cet instant près de la muraille de Chine. Mais vraiment, d'autant plus que c'est la première fois qu'il se voit vraiment de jour, et tu te rends compte qu'il ne voit rien, René Gallimard. Il est aveuglé par l'amour, par son fantasme, on ne sait pas trop quoi, par ce coup de cœur absolu, et elle, lui, va jouer avec lui pour sauver sa peau peut-être. Alors, il y a aussi cela dans cette œuvre, c'est qu'on sent que ce personnage qui s'appelle Song Liling cherche sa rédemption auprès du parti, qui n'a pas le choix. Donc il n'a pas le choix d'agir ainsi, de pousser son personnage jusqu'au bout pour faire en sorte que cet homme lui donne plein d'informations, mais est-ce qu'il le fait vraiment de gaieté de cœur, sachant qu'il est artiste à côté, que les artistes, avec la révolution culturelle, ironie du sort, la garde rouge et tout, parce qu'il y a cette évolution aussi de la Chine, les artistes commencent à être mal considérés, alors que on arrive à faire changer les choses ou pas, du coup en Chine, il y a ce discours en filigrane, mais ça reste assez en surface. Ce qui est intéressant dans le film, c'est comment un occidental, David Cronenberg, fait un film sur un occidental qui fantasme l'Occident et qui va se faire rattraper par ce fantasme, et du coup, c'est une œuvre qui questionne l'impérialisme, ici français, au sens large, d'ailleurs, on parle bien de la France qui a perdu l'Indochine, tout ça, mais bon, avec l'écho de l'Amérique qui va bientôt s'attaquer au Vietnam aussi, pour la guerre du Vietnam, intervenir, quoi. Vous connaissez l'histoire, donc c'est intéressant, on est un peu dans cet entre-deux, et le film joue l'entre-deux, le faux semblant, le dilemme, et ça en est presque touchant et flippant de voir ce personnage français qui ne voit rien, qui refuse de voir peut-être la vérité. Et ça, psychologiquement, on a du Cronenberg. Le film en lui-même est correct. J'ai pas envie de dire que c'est un film sous-estimé de la carrière de David Cronenberg, c'est plutôt quand même dans la seconde partie au niveau qualité de ses œuvres que j'ai vues, mais je les ai pratiquement tous vus maintenant, à part ses tout premiers. Je me dis que maintenant je vais peut-être parler de ces tout premiers qui sont jamais sortis, je crois, au cinéma, vraiment, vu que Les Linceuls a été repoussé. Mais il y a quand même beaucoup d'intérêt à ce film, psychologiquement, psychanalytiquement. On est avant, ici, ce qu'il fera après avec son fils sur Freud, là, Schopenhauer, mais Dangerous Method, mais il y a cette idée qu'on essaye de creuser, mais ça ne creuse pas suffisamment, parce que finalement l'ensemble est assez timoré, le rythme est étrange, dès le début on est en plein dedans, puis après ça vole, ça virevolte, ça survole, ça revient, ça part, ça en va, machin, ils se revoient, et puis finalement non, marié, divorce, oui, puis il y a une histoire avec un enfant. Bon, on a du mal à vraiment suivre, et puis on arrive à Paris à la fin, mai 68, les mouvements sociaux qui paraissent étrangement mis on va dire, en scène ici, mais
parce qu'on va s'intéresser surtout au destin de ce René Gallimard, qui forcément s'est fait avoir, s'est fait piéger, et on va dire que la nation française lui en veut un peu, sans en dire plus. Et c'est là où il va être confronté à toute la vérité. Une vérité qu'il ne va pas vraiment embrasser. C'est très très spécial. La fin est vraiment bizarre sur plein de points, jusqu'au dernier plan, jusqu'à la dernière scène, qui là pour le coup joue la fiction absolue. On sort vraiment de la vraie histoire donc de ce Français avec cet espion. Parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est produit en soi. Et c'est assez amusant de voir le film mélanger ici fiction et réalité, la petite histoire dans la grande aussi, et l'ancrage à ce fantasme, cet opéra. Je trouve ça assez intense, mais malheureusement le film reste assez filigrané. Pourtant il y a eu du budget, hein, il avait plus d'argent que d'habitude. Il y a quand même de la bonne photographie, c'est assez sombre, il y a une bonne musique évidemment de Howard Shore, mais il y a cet intime-là qui par certains moments ne fonctionne pas avec la grandeur tragique, j'ai envie de dire, de l'intrigue. C'est difficile de trouver le bon ton, mais ça reste quand même quelque chose à voir. M. Butterfly, et le titre original c'est bien M. Hein. Alors M. Alors M. En français c'est Monsieur, mais pour un anglophone du coup le M. c'est entre Mrs. et Mr. C'est M. d'interrogation presque, Butterfly, surtout pour le personnage principal. Enfin non, pour lui c'est Madame Butterfly, pratiquement tout le film. Pour nous c'est évident que c'est Monsieur Butterfly. Mais c'est très intéressant, ce côté-là, d'une forme de double aussi, avec ce personnage donc, chinois, qui est très propre, on va dire, à l'approche cinématographique de Cronenberg. Et c'est peut-être ça qui lui a plu aussi. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui est assez particulier en soi. D'ailleurs, un bouquin qui a été mis en pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, il me semble, hein, finalement, de Monsieur Wang. Mais bon, parce que j'ai dit adaptation au début, je crois que ça a été mis en pièce de théâtre. S'il l'avait écrit vraiment en roman à la base. Enfin bon, bref, vous me direz en commentaire, parce que c'est compliqué cette histoire d'adaptation là. Mais ouais, c'est pas le meilleur Cronenberg, mais ça se suit, ça se mérite aussi. Et bah, fallait que je le voie, de toute façon, c'est comme ça. Puis bon, Jeremy Irons, quand même. Hein, Jeremy Irons, excellent acteur, encore une fois, il le prouve ici. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!